Retour au plateau, bonjour Laurent, Roland, Tony Kess. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, Roland, Tony Kess, l'actualité sur le continent nous emmène en terre des Lions de la Teranga avec la primeur notamment qui est écrite ce matin. Crise électorale au Sénégal, Dakar renoue avec les scènes de violence des opposants interpellés. Oui, je crois que s'il y a scène de violence, le premier instigateur, en tout cas, la première personne qui occasionne ça, c'est Macky Sall, malheureusement. Selon vous? Oui, selon moi, c'est Macky Sall. S'il ne fait pas ce qu'il qu'il est en train de faire là maintenant, est-ce qu'on aura encore des tensions dans le pays? Et déjà, en fait, nous En quoi est sa faute? Mais quand il reporte inédit les élections qui sont prévues pour le 25 février, oui. Nous sommes à quelques jours des élections, on devait lancer la campagne et il sort de nulle part pour sortir, pour faire un message pour dire qu'il faut aller à un dialogue, le dialogue national. Le dialogue aura lieu quand? Les élections auront lieu quand? Dans une certaine mesure, c'est autant de choses. Et quand on disait que Macky Sall est dans une démarche de coup d'État institutionnel, les gens pensaient qu'on était au roi de mauvais augure. Nous y sommes. Le problème, c'est qu'il est conscient que son candidat Amadou Ba ne gagnera pas les élections, malheureusement pour lui. Et donc, il faut peut-être semer de troubles. Selon vous? Oui, mais parce que la décision a été motivée. Hein, la décision du chef d'État sénégalais a été motivée. On parle de tension, on parle de crise institutionnelle, notamment l'Assemblée nationale qui accuse la Cour constitutionnelle. Alors, le Conseil constitutionnel, ça s'appelle là-bas, on parle de juges qui auraient notamment été corrompus et cela aurait donné suite à la publication de la liste des candidats pour la présidentielle. Liste sur laquelle on ne retrouve pas justement certains noms. Donc une commission est censée être mise sur pied pour travailler sur la question. Le chef de l'État estime, le chef de l'État sénégalais estime que dans ce contexte de tension, de crise institutionnelle, il n'est pas bien séant d'aller à une élection présidentielle. Alors, quand vous dites que, excusez, des gens ne sont pas sur la liste électorale, d'accord, oui. N'ont pas eu la candidature validée, oui. Et qu'il y a tension entre le Parlement et le Conseil constitutionnel, dans une certaine mesure, est-ce que vous ne pensez pas que ça participe du jeu politique pour pouvoir mettre en place en œuvre sa stratégie, sa politique? Oui, ça, écoutez, c'est pas Macky. Aujourd'hui, on analyser et à parler stratégie politique. Voilà, écoutez, Macky Sall ce n'est pas la personne qui défendra la candidature de Karim Wade ou de Ousmane Sonko, sachant très bien qu'on sait la guéguerre qu'il y a eu entre Abdoulaye Wade et Macky Sall à un moment donné. Et donc, il ne voudra certainement pas que le fils de Wade lui succède parce que, dans une certaine mesure, il devra répondre de ses faits quand il a été président. Et ce n'est pas à Macky Sall de défendre la candidature de Ousmane Sonko. Donc, quand on dit que c'est parce que des gens n'ont pas leur nom sur la liste, la candidature validée, en griffe, et que... Oui, l'une des raisons. L'une des raisons, parce que la vraie raison avancée, c'est cette crise, voilà, entre institutions. Donc, bon, pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est un faux problème. Selon vous, en tout cas. Le problème, c'est que Macky Sall qui avait déjà dit que son premier mandat ou deuxième mandat est intangible avec la réforme opérée dans son pays, notamment concernant la Constitution, déjà, et qui à un moment donné, revenu, après, il n'a pas voulu dire clairement qu'il soit candidat, clairement dit qu'il ne sera pas candidat. Voilà. D'ailleurs, il a rappelé au détour de son adresse à la nation le samedi dernier. Mais le problème, c'est que le problème, c'est qu'il a dit, mais il savait très bien qu'il avait un plan déroulé, parce que quand on voit les candidatures en liste, dans une certaine mesure, les sondages ne créditent pas, en tout cas, Amadou Ba, son candidat, d'un bon score. C'est ce que dit l'opposition sénégalaise, en tout cas. Non, mais les sondages sont là, ce n'est pas l'opposition sénégalaise qui fait les sondages. Non, je ne parle pas du sondage, je parle de la raison qui aurait réellement motivé. Donc, moi, je pense sincèrement que Macky Sall est en train de vouloir entraîner son pays dans une situation de violence, malheureusement. Et donc, quand il y a violence aujourd'hui, on ne va pas peut-être chercher ceux qui sont en train de faire les casses, mais il faut peut-être chercher la motivation. Les émeutes, les violences tiennent leur source d'où? Et c'est ça le véritable problème. Et j'ai vu le communiqué mitigé de la CEDEAO une fois encore, et je le dis encore ce matin, la CEDEAO doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et c'est ça le véritable problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que ceux qui quittent la CEDEAO n'ont pas totalement tort. Parce que vous avez au sein de la CEDEAO des chefs d'État qui se protègent. Macky Sall, oui. Qu'auriez-vous souhaité que la CEDEAO dise ou fasse dans le cas d'espèce? C'est parce que nous n'avons pas
une institution assez forte. La CEDEAO n'est pas une institution assez forte que malheureusement ce qui arrive là arrive. Dès lors qu'on aura une CEDEAO constituée de chefs d'État qui respectent les tests dans leur pays, qui sont bien élus dans une certaine mesure, je crois que quand quelqu'un va se hasarder à vouloir faire un coup d'État institutionnel dans son pays, les autres pourront avoir le courage de le lui dire. Vous savez, Macky Sall fait ce qu'il fait, mais il dira, mais ce n'est pas Ouattara de me donner des leçons. Et il va citer 1, 2, 3 chefs d'État de la sous-région pour dire, ce n'est pas à eux de me donner des leçons. Et c'est ça le véritable problème qui se pose. Il va falloir que nous puissions travailler à ce que la CEDEAO aussi, elle doit continuer à exister dans le temps, que ce soit une institution sous-régionale assez forte, avec des chefs d'État qui sont, en tout cas, qui respectent les tests véritablement de leur pays et qui sont bien élus. Malheureusement, à ce niveau, il y a un problème. Parce qu'il y a certains parmi eux, quand on regarde le processus par lequel ils ont été élus, il y a des choses à redire. Et donc, à un moment donné, quand ceux-là veulent parler, faire des reproches aux autres, mais tu veux parler à qui? Est-ce que tu te souviens que... Est-ce que donc, c'est autant de choses qui plombent les efforts de la CEDEAO aujourd'hui et qui font que les chefs d'État... Écoutez, Macky Sall l'a fait. Ne serait pas surpris que quelqu'un d'autre de la sous-région le fasse encore. Ne serait pas surpris que, comment vous appelez, Ouattara arrive à le faire. Ne serait pas surpris qu'on ait aussi peut-être une telle stratégie au Bénin. Ne serait pas surpris qu'au Togo ça arrive. Ne serait pas surpris. Autant de choses. Parce que personne ne pouvait avoir le courage de dire à l'autre. Pour resituer le contexte, Laurent Roland Tonekes, précisons que le porte-parole du gouvernement sénégalais interviewé sur une chaîne internationale, enfin étrangère, dans la soirée d'hier, précisait que constitutionnellement, le chef de l'État n'a même pas les prérogatives pour reporter une élection. Donc ce n'est pas de report qu'il s'agit, il s'agit pour le chef de l'État de prendre ses responsabilités et de mettre un stop au processus en cours, vu qu'il y a justement une crise institutionnelle. Et justement, le nouveau chef d'État, lui, doit prêter seulement le 2 avril. Justement, et ce matin, normalement, les députés sénégalais sont censés se retrouver pour statuer justement sur le nouveau calendrier. La convocation. C'est à l'Assemblée nationale qu'on décide du report. Ce n'est pas le chef de l'État qui décide du report. Et Macky Sall, donc, en la matière, n'a pas décidé du report de la présidentielle au Sénégal. Il a juste stoppé le processus. Mais c'est ce que je vous dis. En réalité, stopper le processus, et sachant très bien qu'au niveau du Parlement, ce n'est pas évident qu'on ait peut-être une porte de sortie aussi facilement, parce que au Parlement, les gens tiennent leur sous, certains tiennent leur sous, en tout cas de Macky Sall dans une certaine mesure. On ne peut pas espérer peut-être qu'on sorte facilement de cette situation. Et ce que je veux dire, c'est quoi? Le 2 avril, normalement, Macky Sall, son mandat prend fin. Voilà. Si les élections ne sont pas encore organisées et que nous allons au 2 avril, qu'est-ce qui se passera à la question? C'est l'Assemblée qui décide. Mais justement, parce que si ça deviendra un coup d'État. Ça deviendra un coup d'État institutionnel. Oui, enfin. Et finalement, quand il y aura casse, on dira que c'est les opposants aux Sénégalais. On dira que c'est les citoyens sénégalais. Alors qu'en réalité, on ne voit pas l'instigateur de cette situation. Le problème aujourd'hui, c'est que Macky Sall prenne ses responsabilités, comprenne que il a fini ses mandats et qu'il doit organiser les élections. Se lever pour dire on stop, pour dire que c'est le Parlement qui va décider de la date ou pas. Parce qu'il y a crise institutionnelle, parce qu'il y a le Parlement et le Conseil constitutionnel qui ne s'entendent pas. C'est le discours utilisé par les acteurs. Le Parlement a installé une commission justement pour mener les enquêtes. On vous dira que... On parle de 2 juges notamment qui auraient été corrompus. On vous dira que il y a crise politique, il y a dans une certaine mesure un problème à régler et que bon, de ce point de vue, les députés vont rallonger le mandat de Macky Sall d'1 an, le temps de régler les problèmes. On parle de 6 mois pour le moment, on verra si on passe à justement, parce que quand vous dites qu'ils vont décider la date, je dis, mais je souris parce que je sais qu'ils ne vont pas choisir une date proche, non, pas évident. Pas évident. Pour régler la tension, il faut bien prendre du temps. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit dans son adresse. Il a réitéré évidemment sa volonté de ne pas candidater, puis préciser qu'il compte convoquer un dialogue national. C'est pas le même Macky Sall qui a organisé un dialogue politique dans ce pays-là, en excluant un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, il dit vouloir également justement, convoquer un autre les acteurs politiques nous drivent en réalité. Parce qu'apparemment, à l'évidence, il se rend compte que le premier dialogue n'a peut-être pas marché. Je crois que ce qui fait Macky Sall, c'est à décourager. C'est un sujet. Je pense sincèrement qu'il va falloir travailler à ce que les chefs d'État de la sous-région se prennent davantage au sérieux, dans une certaine mesure pour respecter les thèses de leur pays. Pas que pour leur intérêt personnel qu'on se lève du jour au lendemain et qu'on dise que bon, il faut reporter les élections dans une certaine mesure parce que quand ça n'arrange pas, on trouve toujours des arguments. On est là à susciter les crises politiques
Et après, on revient en sapeur-pompier. Ce n'est pas bien pour notre région. Ce n'est pas du tout bien. C'est un sujet sur lequel on revient dans l'actu décalé avec Olivier Michel de Campos et Hamzat Abdoulaye. Prenez le rendez-vous, vous pourrez interagir avec nous en nous appelant au 96 76 68 68 ou encore en réagissant via le Meta, notamment la page Bénin Eden TV. Laurent Roland Tourniquet, je le disais, donc les députés sénégalais qui se retrouvent ce matin pour statuer justement sur cette situation et définir très probablement un nouveau calendrier électoral. En attendant, on revient au Bénin, un tour à l'Assemblée nationale aussi, pourquoi pas, avec le bilan de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. J'en parlais donc au titre de l'an 2023, j'y arrive. Un regain pour le contrôle de l'action gouvernementale noté. Oui, je crois que de plus en plus, on voit certains députés contrôler l'action du gouvernement, interpeller le gouvernement sur des questions essentielles. C'est ce qu'on demande aux députés, même si nous n'avons pas eu droit à ça pendant toute une législature. Bon, certains parmi eux... Presque. On n'a presque pas eu de droit, parce qu'il y a eu quand même... Pourquoi je fais la nuance. Et donc là, maintenant, au moins, on avait 8 députés, tout au moins, qui motivent. Parce que parmi les députés de la mouvance également, nous avons des gens... Il y a quelques-uns qui essaient aussi... Qui essaient de donner de la voix pour montrer que oui, ils ne sont pas là-bas, qu'ils ne sont pas des... Pas des bénis-oui-oui. Bénis-oui-oui. Qui ne sont pas le thème que l'autre utilisait, des godillots en griffe. Donc de toute façon, c'est une bonne chose. L'essentiel, c'est que ces députés fassent bien le travail, interpellent. Et je le dis toujours, c'est parce qu'on est député à l'Assemblée nationale, même si on est opposant, qu'il faut tirer à boulet rouge sur tout ce que fait le gouvernement ou tirer sur tout ce que fait le président de l'Assemblée nationale. Non, il faut être objectif dans ce qu'on fait, être sincère dans ce qu'on veut reprocher et faire des propositions. Parce que dans tous nos cieux, malheureusement, les gens sont prêts à critiquer, à dénoncer, mais sans jamais faire de propositions. Et après, c'est les mêmes qui reviennent. Quand ils ont le pouvoir, ils font les mêmes erreurs que les autres. Donc, c'est sur cette question que je pense que les députés doivent faire davantage très attention, interpeller d'accord, mais faire des propositions et ne pas verser dans la calomnie, la diffamation, le sabotage à tout vent et tout peindre en noir, quoi. Dynamisme pour Laurent Roland Tourniquet nous parle ce matin de création du Collège des ministres conseillers. La trouvaille pour apaiser les soutiens sans récompense, selon le quotidien. Je crois que Patrice Talon, directement ou indirectement, est en train de répondre à une de mes préoccupations, peut-être parfois traitée de polémique. Parce que quand je dis que le chef, c'est le pouvoir, c'est les partis politiques qui ont aidé le chef de l'État à avoir le pouvoir, dans une certaine mesure, pour constituer son gouvernement, c'est les partis qui décident de lui proposer des noms pour être ministre. Mais sachant très bien que ceux qui sont ministres, surtout les Patrice Talon, la grande partie, même s'ils sont membres de certaines fonctions politiques, restent et demeurent soit des employés par le parti de Patrice Talon, soit des amis de Patrice Talon par le passé, soit des collaborateurs par le passé. Et donc, il y a ces personnes-là qui sont autour de lui et qui constituent ses ministres. Et donc, il a du mal à se séparer de ces personnes. Alors, donc, le chef maintenant trouve une formule de contenter les membres des formations politiques. Et certainement qu'avec la vague de l'autre qui semblerait maîtriser les formations politiques, que lui, va falloir peut-être s'arranger à intéresser les formations politiques qui vont proposer des noms de ministres conseillers. De quoi parle l'auteur? L'auteur parle de la situation qui se passe entre les deux amis d'hier. Et là aussi, je fais attention parce que personne ne fera de... Oseriez-vous dire ennemi d'aujourd'hui? Oseriez-vous dire ennemi d'aujourd'hui? Pourquoi personne ne joue avec nous? Même si, qu'on le veuille faire de lui victime ou bien qu'il veuille faire de lui victime, je crois que les Béninois doivent pouvoir rester en éveil pour dire attention, ça ne passera pas aussi comme ça, aussi facilement comme ça. C'est une parenthèse. Alors donc, le chef d'État a trouvé la formule pour intéresser les soutiens qui attendent d'être récompensés. On va nommer les ministres conseillers et puis on va les envoyer sur le terrain. Ils vont faire un peu de propagande parce qu'ils auront tout à leur tour. Ils auront deux ministres. Ils auront le salaire mirobolant. Et voilà un problème. Vous savez, et c'est ça, moi je ne serais pas d'accord avec vous parce que je le dis. Écoutez, nous... Vous, c'est qui? Hein? Vous ne serez pas d'accord avec vous, avez-vous dit? Je parle du gouvernement. D'accord. Pas du gouvernement. Et je parle de moi. D'accord. Et ça n'engage que moi. Alors, on n'a pas l'argent
pour améliorer la situation des AME. Oui. On n'a pas, se pose cette question. On n'a pas l'argent pour faire un certain nombre de choses dans le pays. Quand vous parlez, on vous dit on n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et tout le monde doit pouvoir contribuer à la construction de ce pays. D'accord. Mais les ministres conseillers là, vous voulez trouver l'argent où pour les payer? Comment seront-ils payés? Alors, quand on sait qu'il est dit que ces ministres conseillers, justement, seront, je pense, proposés par ces différentes formations politiques, représentées à l'Assemblée nationale, ou pas. Donc, oui, des partis comme RN ou encore Moed Bénin pourraient être contentés en la matière. Certains se demandent si, eh bien, ce sont ces formations politiques qui vont payer les dix ministres conseillers. Mais quand on lit, bien sûr, quand on lit le décret, on se rend compte que oui, c'est au travers d'une ligne budgétaire spéciale au niveau de la présidence qui seront payés. Voilà. Donc, oui, la question se pose, et vous avez raison de la poser. Il n'y a pas de l'argent dans le pays. Après, on pourrait aussi se demander finalement à quoi est-ce qu'ils vont servir concrètement. Ou bien c'est un partenaire étranger qui veut payer les ministres conseillers. Après, on pourrait se demander finalement, c'est vrai qu'on lit le décret et on voit plus ou moins les missions assignées, mais que font les conseillers techniques du chef de l'État? Que font les chargés de mission? Outre que ce que viendront faire ces ministres conseillers. On a déjà dit des bêtises. On attendra que le porte-parole du gouvernement vienne éclairer notre langue. Après le dernier remaniement technique, il y a déjà un secrétaire d'État, d'accord, qui a rendu ministre. Alors quand on mène encore une famille de ministres conseillers dans une certaine mesure, et c'est là je me dis, mais c'est sur quel budget encore? On dit on veut créer une ligne budgétaire à la présidence. Ça veut dire qu'il y a autant d'argent à la présidence? Ah oui? Écoutez, le CNH a besoin d'un certain nombre de choses, aller investir un peu là-bas aussi. Parce que moi, je pense que fondamentalement, Patrice a aussi se créer des problèmes à la limite. C'est vrai que oui, il se dira, oui, mais je suis le chef d'État, je fais ce que je veux. Mais écoutez, le peuple suit. Et le peuple tire ses conclusions. Parce que moi, je pense que ces ministres conseillers, ce n'est pas des gens certainement à qui on va donner 1 million, 2 millions. Non, pas évident. Et quand on sait un peu ce que les ministres gagneraient, même si on n'a pas voulu rendre officiel cela, au moins il y a des informations officieuses qui confirment un certain nombre de choses, soit qui sont à 7 chiffres ou à 8 chiffres dans une certaine mesure. Mais moi, je me pose la question, au lieu de faire un remaniement purement et simplement, de se débarrasser des employés d'hier, des amis d'hier, des collaborateurs ou des alliés, et de prendre de nouvelles personnes, on nous sort maintenant une autre stratégie pour dire une autre formule pour dire on veut nommer des ministres conseillers et qui seront payés sur le dos du contribuable dans une certaine mesure, et on va continuer à demander, il faut payer la TVM, il faut payer visite technique avant d'aller faire la souscription de l'assurance dans une certaine mesure. Si vous ne payez pas la TVM, vous ne pouvez pas faire assurance, tout ça là. Et donc, quand vous faites des trucs comme ça, vous aurez besoin de moyens et vous serez obligé de dire qu'il faut exiger telle taxe, il faut faire ci. Et ça associe le peuple. Et les gens ne supportent pas. Et on ne supporte pas, ça crée des frustrations. Je crois que, bon, c'est eux qui sont à la tête du Bénin jusqu'en 2026, de toute façon. C'est à eux de décliner leur politique pour le développement, en tout cas leur ambition à la tête du pays. Attendons de voir ce que ça va donner. Et j'attends de voir aussi comment est-ce que les ministres conseillers vont se comporter. Parce qu'il y a tellement de conseillers, d'ailleurs même conseillers, mais je demande même, excusez beaucoup, ces conseillers la conseillent qui? Ces conseillers la conseillent qui? Fondamentalement. Sachant très bien que ce sont des conseillers du chef de l'État, donc ils conseillent qui? Conseillent le chef de l'État. Le chef de l'État? En tout cas, pas moi et pas vous. Oh non, c'est déjà heureux que les conseillers, quand on est là, quand on est, on en connaît certains. Bon, que moi je connais là. Je ne les connais pas tous, mais c'est déjà heureux que ces conseillers-là vraiment conseillent le chef de l'État. Je dis, c'est heureux qu'ils conseillent vraiment le chef de l'État. Maintenant, ils sont là. Et on amène ministre conseiller. Un collège de ministres conseillers. Donc ils ont un certain nombre. Et ils auront à leur tête, je pense, un coordonnateur qui participera au conseil des ministres. Mais c'est bien. Sur le même sujet, tout ça c'est bien. Matin Libre écrit Laurent Roland Tonenquès, nomination de ministre conseiller à la présidence. Talon a oublié ses engagements. La réalité du pouvoir le rattrape. Alors, moi, ce que je veux dire, ça peut choquer. Mais sous Boniaï, quand Boniaï nommait décharger un ministre, il est nommé conseiller. Nous lui trouvons quelque chose sous la dent, à mettre sous la dent, chargé de mission. Et on a critiqué ça. Ceux qui soutiennent Patrice Talon ont critiqué ça. La plus grande partie des ministres
de Patrice Talon qui sont partis, je ne parle pas de ceux qui sont partis en 2023 à cause des problèmes de tel aurait soutenu ou bien aurait ouvertement décidé que ce soit tel qui soit candidat ou pas. Je ne parle pas de ceux-là. Les anciens ministres là, Odile Tanasso, Lucien Kokou, comment on appelle, Ange Nkoué, eux tous sont nommés à des postes, soit chargés de mission, soit dans une autorité de régulation, je ne sais quoi. Oui. Et donc, ça aussi, c'est aussi de l'argent. C'est des gens qui sont payés sur... Et c'est pourquoi ils disent combien sont-ils à conseiller vraiment le chef de l'État. Il est bon de dire à la touche qu'on veut faire les choses autrement parce que tel fait mal les choses et qu'on critique, qu'on dénonce un chef d'État, mais quand on vient au pouvoir, les réalités sont là. Et c'est ça le véritable souci de Patrice Talon aujourd'hui. Il se rend compte au pouvoir que les choses ne se déroulent pas comme ça. Et peut-être il n'a peut-être le courage, il n'a peut-être pas le courage suffisamment d'assumer un certain nombre de choses et de verser peut-être malheureusement dans ce qu'eux-mêmes ils ont dénoncé par le passé. Et c'est ce que nous voyons là, malheureusement. Moi, je pense qu'il doit pouvoir comprendre que quand on parle, on dit qu'on n'a pas les moyens pour augmenter les salaires des fonctionnaires, quand on n'a pas les moyens pour payer bien les AME, quand on n'a pas les moyens... C'est pour avoir plus de moyens qu'on installe justement ce collège de ministres conseillers. Ah bon, les ministres conseillers sont... Pour mieux travailler. Sont des opérateurs économiques qui vont créer de la richesse. C'est pour mieux travailler et engranger beaucoup plus de richesse. Donc les ministres conseillers sont des opérateurs économiques qui vont créer de la richesse. Oui, pour pouvoir redistribuer cette richesse. Donc, ok. Laurent Roland, Laurent Roland, plus sérieusement. Avec les 4 vérités. Avec les 4 vérités sur la même question, on peut lire création du collège des ministres conseillers à la présidence. Talon veut faire la politique autrement. Et au quotidien de préciser un remaniement ministériel bientôt. Non, si on veut nommer ministre conseiller, est-ce qu'il va falloir, il va faire encore remaniement? C'est vrai qu'au niveau de l'équipe, il y a, ça c'est sûr que les pro-Olivier Bokor seront dégagés du gouvernement, malheureusement pour eux, parce que ceux qui ne cachent pas leur ambition, en tout cas d'être proche d'Olivier Bokor, dont la candidature est suscitée matin, midi, soir, parce que les gens voient déjà en lui président de la République, parce que voilà, ils pensent que c'est aussi facile. Je leur rappelle ce matin, n'oubliez pas le cas, Lionel Zinsou. Boni Yahi avait tous les leviers en main, mais le peuple en a décidé autrement. Donc, cessez de vous leurrer. Seul Dieu donne le pouvoir. Et Dieu seul décidera de si Bokor pourra prendre le pouvoir ou pas. Donc, ceux qui s'agitent aussi autour de Patrice Talon, peut-être, ils vont s'agiter pour rien. Et finalement, ça va être, comme on dit, Batemi Kassa, petit dans une certaine mesure. Mais je me pose une question. Cela vaut-il vraiment la peine de s'acharner contre son ami d'hier en griffe? Et c'est ça toute la problématique de la situation pour dire, mais au fond, est-ce que les gens ne nous font pas un jeu, sachant très bien que la victime a toujours pris le dessus? On veut nous faire une victime et on communique abondamment pour dire le chef est contre tel ministre parce qu'il a dit ouvertement tant. Donc, pour montrer qu'il y a des problèmes entre les deux, ce n'est pas aussi facile. En tout cas, moi, je ne vais pas avaler aussi facilement cette poule. Vous êtes un adepte de la théorie du complot, ça? Non, je ne suis pas adepte de la théorie. Je ne suis pas adepte de la théorie publique. Non. Ce que je dis... Vous voyez des complots partout. Non, je ne dis pas complot. Vous voyez des complots partout. Nous étions au Sénégal, vous avez vu un complot. On revient au Bénin, vous voyez un complot. Non, j'ai vu des complots partout. J'ai vu complot. Ben oui, au Sénégal, vous avez vu un complot. Vous avez estimé que tout ceci a été mis sur pied, en fait, de manière stratégique, pour qu'il y ait une situation conflictuelle, les acteurs politiques derrière dit Ahmed Arekpa, oui. La chance que moi j'ai... Vous voyez des complots partout. La chance que moi j'ai, c'est que, et c'est connu de beaucoup parmi eux, je suis passé par la politique. Bien sûr. Et ils me connaissent très bien. Je connais certains parmi eux, je connais leur mode opératoire. Quand j'en parle, et la plupart du temps, quand je le dis, ça se réalise. Donc, pour vous dire quoi, je ne sais pas de complot. Ces acteurs, on les connaît. Et les gens savent très bien que les Béninois, tout bêtement, suivent les victimes. Vous voyez? Donc, on va communiquer. Même si ça va entre les deux, vous allez voir que Talon ne rendra plus jamais visite à Olivier Bokor, Bokor ne rendra plus jamais visite à Olivier Bokor. À Talon? Bokor, parce qu'il a dit que Olivier l'a vu nu ou je ne sais quoi dans ce pays. N'oubliez pas que c'est une question d'amitié de haut niveau, dans une certaine mesure. Donc, je ne parle pas de complot. Je dis juste simplement que
c'est aussi facile. Ça semble être trop facile pour moi. Donc, c'est possible qu'il y ait complot. Laurent Roland, admettez. Dynamisme Info écrit également ce matin à Sonore et Droite notamment, comité éditorial de la SRTVSA, le service public de l'information, définitivement, pour faire allusion à la nomination du porte-parole du gouvernement. Oui, on a dit chef éditorial. C'est ce que le président du comité éditorial, en temps normal, devrait être. Voilà, président du comité éditorial. Comité éditorial, ça devrait être en réalité un journaliste en fonction. Si on doit faire les choses normalement, parce que la ligne éditoriale, dans une certaine mesure, c'est le journaliste qui définit. Wilfried Léon-Gbédi, aujourd'hui, est-il encore journaliste? Première question. Deuxième question, on voit combien et comment Wilfried Léon-Gbédi défend toutes les positions du pouvoir, même si parfois on relève des insuffisances et que lui-même peut-être, dans la plupart du cas, en est conscient qu'il y a des erreurs, mais soutient. Maintenant, quelqu'un comme ça... Comment pour savoir qu'il est conscient tout en défendant le contraire? Écoutez, Wilfried Léon-Gbédi est un... Comment faites-vous pour le savoir? Attendez, je vous dis, Wilfried Léon-Gbédi est un aîné que nous respectons, qui a été pour moi un modèle. Nous l'avons suivi. A été? Oui, il a été un modèle. Aujourd'hui, je suis heureux de dire, je ne partage pas entièrement sa position. Okay. Donc je dis, il a été un modèle pour nous dans la presse béninoise. Parce qu'on sait très bien que quand il prenait la parole, c'est quelqu'un qui était respecté dans une certaine mesure. Et donc, il a son parcours qu'il faut respecter qu'on ne le veuille pas. Maintenant, sur le terrain politique, c'est autre réalité. Que vous le vouliez ou pas, c'est que même quand c'est faux, vous devez pouvoir défendre pour soigner l'image de l'équipe, de votre équipe. Et surtout qu'il est en mission. Voilà. Et donc, quand on est en mission, on défend. Donc, vous reconnaissez avec moi que, quelque part, il peut être conscient de ce que ce n'est pas bon, mais il est obligé de défendre parce que c'est son job. C'est vous qui le dites. Alors, quand quelqu'un comme ça occupe ce poste-là, déjà, qui doit tout défendre et qu'on met à la tête d'un comité éditorial, ça veut dire que ça devient une chaîne de propagande. Parce qu'il ne supportera pas que les journalistes dans la maison disent le contraire de ce que lui dit. Ce n'est pas possible. Il est le président du comité éditorial. Vous pensez qu'un journaliste dans la maison peut aller outre la ligne éditoriale que lui va fixer pour ce média? Ce n'est pas évident. Vous craignez justement donc qu'il y ait, on va dire, conflit d'intérêts? Non, pas conflit d'intérêts. C'est-à-dire, je crains que les journalistes de la maison n'aient pas suffisamment le courage et le cran de donner leur position en tant que journaliste, leur avis sur des questions, leur opinion sur des questions. Et malheureusement, on devait traiter l'ORTB de caisse de résonance de tout pouvoir en place. Malheureusement, ce qu'on voit là maintenant sera davantage pire. Et c'est ça le... C'est ce que vous entrevoyez. Oui, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Et ça va pas être une bonne image pour nous. Je pense qu'on pourrait nommer quelqu'un d'autre. D'abord parce que, sachant très bien que ce gouvernement, c'est le gouvernement champion en cumul de postes. Voilà, il est porte-parole du gouvernement, il est comme président du comité éditorial dans une certaine mesure, tout comme d'autres personnes sont nommées cumulativement. Et c'est autant de choses que je crois que Patrice Talon doit pouvoir travailler à corriger pour intéresser un peu ceux-là qui sont dans les fonctions qui attendent depuis 2016. Il faut qu'il leur fasse quelque chose. Sinon, c'est certain que c'est pas mieux risque de faire AVC. De toute façon, on attend des clarifications du gouvernement sur un certain nombre de sujets, comme celui-là, ou encore celui du collège de ministres conseillers. Laurent Roland Anthony Caisse, grâce présidentielle, au titre de 2023, écrit Dynamisme Info ce matin, Talon laisse en rade les détenus politiques. Oui, je crois qu'en dehors des détenus politiques, il était annoncé que ceux qui sont impliqués dans le dossier de 39 États dans la commune d'Abomey-Calavi devaient être aussi sur la liste. J'ai fouillé un peu la liste, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu des noms, même si j'ai vu un ancien chef d'arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi au volant de sa voiture, je crois. Aujourd'hui, on est lundi. Le samedi, c'est samedi. Oui, samedi. Il a vu au volant de sa voiture alors qu'il devait faire 50. Je ne sais pas, certainement que sa peine a été écoutée. Je crois que fondamentalement, davantage, on se rend compte que Patrice Talon est droit dans ses bottes, comme il l'a dit. Espérons que peut-être avant la fin de ce mandat, qu'il prenne la décision de gracier ces personnes, ce serait à son actif, je le dis. Et mieux vaut tard, il vaut mieux le faire,
quand le temps s'y prête, plutôt que de ne pas le faire et après le faire et ne pas avoir les lauriers nécessaires qui devraient accompagner ça. C'est dit quoi? C'est dit que maintenant que tout le monde appelle le chef de l'État au pardon, qu'il réfléchisse davantage, qu'il prenne la décision de pardonner, ou alors qu'il ne le fasse pas et que quand il lui plaira de le faire, que les Béninois lui disent, écoutez, on n'en a pas besoin, tu peux les garder en prison, c'est pas grave. Et puis, le problème n'est pas le faire, on ne sait pas ce qui va se passer en 2026. L'homme propose, Dieu dispose, dit-on. Et donc, vous pouvez avoir comme plan de gagner les élections en 2026 et il suffit seulement d'un petit changement de dernière minute et vous perdez tout le contrôle. Quelqu'un d'autre prend le pouvoir, soit cette personne de prison et après, vous avez toute une équipe qui va militer pour que vous puissiez les remplacer là-bas, malheureusement. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un, parce que la prison, ce n'est pas une bonne chose. Donc, je demande au chef de l'État ce matin de faire l'effort d'écouter son cœur, d'écouter la voix divine. Pardonner, c'est une puissance qui libère. On va finir par fraternité. Laurent Roland Toniquet, ce matin, incendie à répétition au Bénin, renforcer les capacités des sapeurs-pompiers. À la date, un sinistre de trop qui en dit long. Les assurances de Vinci Énergie Bénin à propos du drame. Oui, je crois que j'ai eu les images hier sans pouvoir les vérifier. Oui, les incendies aujourd'hui au Bénin, c'est courant. Donc, on se pose mille et une questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? C'est autant de choses. Ce que je sais, c'est que les gens doivent davantage faire très attention. Parce que si un chantier comme ça prend feu et tout brûle comme ça, c'est qu'il y a matière à se poser des questions. Quelles sont les normes de sécurité éditées sur ces chantiers en question? Parce que on est censé avoir des extincteurs tout au moins sur ces chantiers. On est censé avoir des camions, des citernes d'eau tout au moins sur ces chantiers. Et quand on arrive à avoir des incendies de cette ampleur, on se pose la question si les gens respectent vraiment les normes de sécurité en la matière. Et ça doit interpeller chacun de nous. Ça doit interpeller, puisque les incendies aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante au Bénin. Chaque ménage doit pouvoir travailler, avoir soit un extincteur tout au moins dans sa maison. Les véhicules on doit pouvoir mettre, les propriétaires de véhicules doivent pouvoir s'arranger pour avoir les extincteurs. De toute façon, quand vous irez faire la visite technique, vous devez, il faut dire aussi qu'il faut arrêter le fait qu'on envoie les véhicules, qu'on envoie les papiers du véhicule et les véhicules à la maison, on fait visite technique, là, il faut arrêter ça aussi. Ça, c'est j'interpelle les agents du Centre national de sécurité routière, il faut arrêter avec ça. Parce que les véhicules sont à la maison, pas de boîte à pharmacie, pas d'extincteur, mais pourtant pas de clic, pas de, comment vous appelez, pneu secours, mais on fait la visite technique, c'est validé. Donc tout ça aussi, ça peut créer des incendies dans la circulation, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc je crois que nous devons en tant que citoyens prendre nos responsabilités et respecter les normes de sécurité. C'est très important. En la matière, en tout cas, on note donc les assurances de Vinci Énergie à propos du drame, puis le groupe aussi qui salue la prompte réaction des sapeurs-pompiers. Oui, j'avoue que les pompiers aujourd'hui qui davantage sont assez promptes sur des opérations parce que on a réussi à leur donner un peu de moyens. Et c'est ce qu'on demandait juste, c'est pas autre chose. Donner des moyens aux gens qui en ont besoin, plutôt que de rester là à se confondre et dire que bon, tout va bien à la tête du pays, alors qu'en réalité, dans bien des secteurs, il y a des problèmes à régler. Quand les gens auront les moyens, ils peuvent de façon spontanée réagir. Merci à vous, Laurent. C'est moi.